On poursuit le décryptage médiatique parce qu'hier, les chaînes ont également retransmis en direct la marche blanche en hommage à la petite Angélique, 13 ans, qui a été tuée. Des images très fortes, des images bouleversantes également. Dans un instant, on en parle avec Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre. On en parle également avec maître Delphine Meillet, qui est avocate. Auparavant, retour sur cette émotion dans le village d'Angélique. 4000 personnes rassemblées en silence pour rendre hommage à la petite martyre de Vambrochy. Rose blanche à la main et t-shirt à l'effigie d'Angélique, ils sont venus soutenir une famille éplorée à laquelle ils sont nombreux à s'identifier. C'est une horreur. Je viens de Wattignies et je me dis que ça aurait pu être ma petite fille. Je ne pouvais pas dire les mots pour le soutien de la famille, c'est horrible, horrible. Il faut qu'on soit là. En plus, on a des petits-enfants. C'est l'âge de ma petite fille et Angélique lui ressemblait énormément. On est là pour ça. À l'arrivée du cortège devant le parc où la jeune fille de 13 ans avait pour habitude de jouer, c'est sa sœur aînée Anaïs qui a alors pris la parole. Le moment de remercier l'ensemble des participants, mais aussi et surtout le jeune garçon de 10 ans, dont le témoignage a permis d'identifier le meurtrier présumé. Malgré tes 10 ans, tu es un grand homme plein de courage. Nous t'envoyons des millions de merci pour ce que tu as fait. Nos cœurs sont brisés, nos têtes sont remplies de questions, nos yeux pleurent, mais nous ne faiblirons pas. Voilà, un message très fort qui a été envoyé par la sœur d'Angélique. Maître Delphine Meillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Docteur Stéphane Clerget, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes pédopsychiatre. D'abord un petit mot parce qu'on a vu les images de cette sœur. Et hier, dans tous les médias, on expliquait que cette sœur d'Angélique portait la famille à bout de bras. C'est quasiment elle qui avait organisé la marche blanche. On se dit qu'elle a une force incroyable. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un contre-coup pour elle? Oui, bien sûr. Il faut qu'elle soit accompagnée, surveillée, parce que souvent, les frères et sœurs des victimes, justement, deviennent un peu des petits adultes et ont tendance à devoir porter les parents. Donc, il faut prendre garde. Ce n'est pas leur mission et il faut qu'ils soient accompagnés sur un plan psychologique. Ouais, cette jeune fille a 21 ans, mais quand on voit que c'est elle qui organise, c'est elle qui fait les choses, on se dit que ce n'est pas son rôle, au fond. Effectivement, c'est pas son rôle. Alors là, elle est dans l'action du désespoir qui donne beaucoup d'énergie, mais l'effondrement risque de venir après. On a vu ce visage bouleversé, on a entendu ces gens qui étaient au bord des larmes, qui pleuraient, qui s'identifient, en tout cas qui identifient leurs enfants en Angélique. C'est normal de faire ça? C'est normal de se dire, ma fille, elle lui ressemblait, ma fille, elle avait le même âge, ça aurait pu être ma fille? Oui, pour les parents victimes, c'est bien aussi cette empathie-là, mais personne ne peut vraiment se mettre à la place de ses parents, dont la douleur est innommable. D'ailleurs, il n'y a pas de nom. On parle de veufs, on parle d'orphelins, mais les parents qui ont perdu un enfant, ils n'ont pas de nom. Ils sont désenfantés et c'est une véritable amputation. Donc, tant qu'on n'a pas vécu ça, il est très difficile de pouvoir se mettre à leur place. Maître Delphine Meillet, on entend monter la colère de ces gens-là contre l'institution judiciaire, contre le fait que personne ne savait que cette personne avait été condamnée pour viol auparavant. Est-ce que vous la comprenez, cette colère? Est-ce que l'institution judiciaire a failli? Alors, je comprends évidemment la colère devant des faits si terribles, si dramatiques. Qui peut ne pas comprendre la colère de la famille et de la population française de manière générale? Mais il faut savoir qu'à mon sens, l'institution n'a pas failli. C'est-à-dire que vous avez un délinquant sexuel qui a été condamné pour des faits qui dataient de 1994. Il a purgé sa peine, il est sorti de prison, il a été réhabilité, il est devenu père de famille, il a des enfants, il a trouvé un travail. Rien ne pouvait prévoir qu'il allait commettre à nouveau, qu'il allait récidiver. Donc il faut attendre la récidive, en fait? Non, il ne faut jamais attendre la récidive. Il faut évidemment faire tout pour lutter contre la récidive. Alors le fichier est, en théorie, créer le fichier des délinquants sexuels. Mais il ne sert à rien, ce fichier. Théorie, on s'en aperçoit depuis hier, ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert pas S'il n'y a à pas de lutter suivi contre la psychologique, récidive. ça ne sert à rien. Voilà, c'est la question des moyens, en fait, que vous posez. C'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on donne à ces personnes, ces délinquants sexuels ou autres, mais surtout les délinquants sexuels, qu'est-ce qu'on leur donne comme suivi? Il se trouve que là, on est 18 ans après sa sortie de prison. Vous imaginez un suivi de 18 ans après sa sortie de prison? C'est long. Là, en l'espèce, il avait juste l'obligation d'aller pointer une fois par an au commissariat. Ou même donc ça ne sert à rien, on est d'accord. En termes de récidive, à mon sens, le fichier ne sert pas à ça. Le fichier sert à localiser.
On ne peut pas faire de la justice prédictive. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est pas dans la tête des gens. On ne peut pas savoir s'ils sont capables de commettre à nouveau un crime ou un délit. Le docteur Stéphane Kjarja n'a pas l'air d'accord avec vous. Oui. Non, je ne parle pas de justice prédictive, mais je parle de médecine prédictive. Et il y a un certain nombre de facteurs de risque, et notamment les agressions sexuelles sur enfants. Il y a un fort risque de récidive. Quand il y a eu infraction sexuelle précoce aussi. Il y a un certain nombre de facteurs qui augmentent les risques de récidive. Je ne suis pas certain que l'institution a fait ce qu'il fallait parce que, de ce que j'ai pu lire, il n'y a eu aucune prise en charge psychiatrique de cet individu. Oui, alors effectivement, le fichier sexuel l'impose, mais ça n'est pas normal. Une agression sexuelle pédomane, ça implique un suivi. Alors peut-être pas un suivi de 18 ans, mais un suivi psychiatrique. On est d'accord, il faudrait être beaucoup plus systématique. Oui, on l'entend régulièrement là, dans les médias suite à cette affaire. Il aurait fallu un numéro de téléphone ou une institution vers laquelle cet individu aurait pu se retourner en sentant qu'il y avait un problème. Un numéro. Le mec, il ne va pas appeler. J'ai envie de violer quelqu'un, je vous appelle. On est dans le monde de oui-oui, là. Peut-être un service public, un service qui permet de pouvoir alerter quand on se sent mal une fois qu'on est sorti de prison. Parce qu'on nous dit qu'il y a rien depuis 18 ans, mais on n'en sait rien. Il y a peut-être eu des choses. Et la police est en train d'enquêter là-dessus. La police est en train d'y revenir. Mais vous y croyez, ça, ce numéro de téléphone? Bonjour, j'ai envie de violer quelqu'un. C'est proposé par une association allemande et c'est pas complètement absurde que l'agresseur qui sent monter des pulsions pédophiles puisse utiliser cette ligne. Mais ça n'est évidemment pas suffisant. Maître Delphine Meyer. Oui, c'est pas toujours bonjour, j'ai envie de violer quelqu'un. C'est juste, je vais mal, est-ce que je peux avoir un interlocuteur? Ça peut être très utile. Et juste pour revenir sur la récidive, les chiffres. En matière de crimes sexuels, la récidive est de 5%. À 20 ans, elle est de 14% à 5 ans. En matière, 5% sur 20 ans. En matière de délits sexuels, elle est de 1 sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20% qui vont réitérer, 80% qui ne vont pas réitérer. 75. Bon, d'accord. 1 sur 8, on va dire globalement, on va faire des moyennes. C'est trop. Donc, finalement, si vous voulez, effectivement, la récidive, c'est un vrai problème. Et là, on le voit, c'est dramatique. Mais néanmoins, il faut mettre en place des systèmes, des Donc, ça veut dire qu'on prend le risque de la récidive pour protéger ceux qui ne récidivent pas. Comment ça, on prend le risque de la récidive? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, à partir du moment où on remet n'existe pas. Mais si on remet les gens dans la nature sans contrôle. Non, parce que ce fichier n'est pas un contrôle. Ils existent, les psychiatres sont là. Mais les injonctions de soins ne sont pas systématiquement proposées et aucun travail de prévention n'est fait. Vous savez sans doute qu'un quart des agressions sexuelles sur enfants sont commises par des mineurs et qu'un certain nombre d'adultes pédophiles ont démarré mineurs. Et ces choses-là ne sont pas signalées. Ces adolescents-là ne sont pas suffisamment pris en charge. Et une prise en charge précoce pourrait prévenir des agressions sexuelles adultes. Parce que prendre en charge un adulte de 40 ans pédophile, non. La pédophilie, ça ne disparaît pas comme ça. On peut apprendre à se maîtriser, mais on ne fait pas disparaître. Donc ça veut dire que c'est trop tard ? C'est trop tard pour véritablement guérir. À l'adolescence, on peut guérir. Et donc, on est bien d'accord sur le diagnostic, on est face à des gens qui sont malades. Pour beaucoup, il y a des gens qui sont malades. Des pulsions qui il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, malade ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, disons quelque chose qui ne va pas. Et éventuellement, effectivement, un service... les criminels sont malades. Non, mais là, on parle de délinquance sexuelle. C'est un genre. Ça se prend en charge. C'est autre chose, voilà. Avec comme un la suivi. Délinquance, d'ailleurs. Oui. Alors, de manière générale. En fait, plus on donne... C'est ça le paradoxe, c'est plus on donne de moyens financiers à une personne qui sort de prison, ou même en prison, quand on cherche à la réhabiliter, plus elle a de chance d'être réhabilitée. Pour un chiffre encore. J'espère que vous serez d'accord sur le chiffre, cette fois sur le chiffre. Non, mais en Scandinavie, vous avez très très peu de récidives, parce qu'on investit dans les détenus, on investit dans la réhabilitation, on investit financièrement. L'autre question qui se pose, et qu'on entend pas mal aussi en ce moment dans le grand public, c'est la castration chimique pour les violeurs. Est-ce que c'est autorisé en France? Alors en France, oui, ça existe, si c'est à la demande de la personne qui est condamnée. Mais est-ce que c'est pas ça la solution, en fait? Non, si vous voulez, en France, on a une conception des choses. D'ailleurs, la castration chimique existe, me semble-t-il, pas aujourd'hui. Ah si, elle existe en France. Oui, non, mais je veux dire de manière obligatoire, qu'on vous l'impose. Elle existe si on la demande, mais elle n'existe pas si on vous l'impose. C'est-à-dire qu'un tribunal ne peut pas l'imposer. On ne peut pas dire vous êtes un violeur, vous avez volé, vous avez violé 3-4 fois, castration chimique. Non, mais ça pourrait se négocier. Ça pourrait se négocier en tant que remise de peine, si vous acceptez cette prise en charge. Et en tout cas, ça devrait être davantage... Non, mais c'est imaginable. Mais vous qui êtes médecin, Stéphane Kjarja, est-ce que c'est une solution efficace? C'est une solution qui est efficace tant qu'on prend. En fait, la castration chimique, c'est quoi? Ce sont des hormones qui agissent sur les hormones mâles, donc c'est des effets anti-androgènes.
androgène. Donc ça a quand même des effets, ça fait tomber les poils, ça fait un peu pousser les seins. C'est pas non plus anodin. Et surtout, on n'a plus de vie sexuelle. Non plus avec sa femme, si on est, si on est marié à côté. Qui a violé 3-4 fois, on peut se dire que c'est pas très grave. Oui, bon, en tout cas, c'est pour ça que bon, non, mais il faut savoir qu'en France, il faut l'accord, mais ça n'est pas suffisamment proposé. Mais c'est extrêmement efficace tant qu'on en prend. Mais les gens peuvent arrêter d'en prendre aussi. Ouais. Mais en tout cas, souvent, ça permet un suivi assez régulier et ça peut permettre un suivi sur 18 ans. Alors on dit il y a 100% de réussite, mais parce que c'est 100% de réussite avec les gens qui l'ont pris tout le temps. Il y a des gens qui peuvent arrêter. Mais encore une fois, au risque de radoter, on ne le propose pas assez, alors que c'est hyper efficace. Vous n'avez pas l'air très pour ce non, système. Je ne suis pas pour des raisons éthiques. Oui, pour des raisons éthiques. On ne peut pas vous obliger, de toute façon, on ne peut pas vous obliger même à vous opérer. C'est-à-dire que mais là, c'est pas une opération. Atteinte à votre intégrité physique. Non, mais vous dites que ce sont des malades, les patients schizophrènes chroniques, on leur fait des injections mensuelles. La castration chimique, c'est que c'est terminé, effectivement, plus vite sexuel. Et non, c'est pas terminé, c'est réversible. Chimique, c'est réversible. Vous arrêtez, c'est la physique qui est définitive, qui est évidemment interdite. Mais la chimique, vous prenez des médicaments, tant que vous en prenez, c'est efficace. Si vous arrêtez, ça ne l'est plus. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est un sujet qui est lié, qui est lié parce que beaucoup de gens se disent peut-être que si ça avait existé, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Mais on est dans un système français où on a une sanction. Vous avez un tribunal qui vous condamne à une sanction, qui est individualisée, qui est proportionnelle au fait que vous avez commis, ça ne soigne pas, vous dit le docteur Clerget. Qu'est-ce qui ne soigne pas? La sanction ne soigne pas, la prison ne soigne pas. C'est pas 60 ans de prison qui vont guérir les gens. C'est bien ce qu'on disait au début du débat, la prison ne suffit pas, il faut un suivi psychiatrique, psychologique pendant de nombreuses années et peut-être toute sa vie. Et mieux contrôlé, peut-être mieux suivi. Moi, des suivis, j'en ai fait, on fait un certificat le premier jour, on ne nous demande plus rien après. Oui, bah alors ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Mais la sanction, elle est faite pour condamner, puis réhabiliter. En France, on est dans un système de droit à l'oubli. Vous sortez de prison, on ne sait pas que vous avez commis une infraction, et vous avez le droit à l'oubli. C'est quelque chose qui fait partie de notre conception française. Contrairement aux États-Unis, par exemple, où il y a un fichier pour les délinquants sexuels que peuvent consulter les voisins dans un rayon de 150 mètres, je crois, autour, et vérifier s'il y a quelqu'un autour de chez eux. Une appli sur votre téléphone qui vous permet de géolocaliser les délinquants sexuels. Et ça, vous êtes pour ou contre? Très contre. Tout à fait contre. Pourquoi? Tout à fait contre. Pour plusieurs raisons. Un, ça engendrerait une insécurité publique majeure, parce que la personne serait stigmatisée, elle serait exclue de la société. Vous imaginez un maire qui sait qu'il y a un délinquant sexuel, même si les faits sont intervenus il y a 20 ans, quand on sait que dans 8 cas sur 10, il ne recommence pas, il serait exclu de la société. Il ne trouverait pas de logement, il ne trouverait pas d'école pour ses enfants. Il faut penser à la famille aussi. Alors, justement, je voulais vous poser une dernière question, docteur Clerget, sur la famille. On a vu que la famille de cet homme, qui n'y est pour rien, cette famille en particulier, ses enfants, sa femme, ils ne sont pour rien. Aujourd'hui, ils sont maltraités, ils sont agressés, leur maison a été vandalisée, ils sont insultés, ils sont menacés. Qu'est-ce qui va se passer dans leur tête de ces gens-là? C'est terrible pour eux. C'est épouvantable. Parce que non seulement il y a le père qui est victime de ces accusations, qui a fait ces actes odieux, il faut vivre avec. C'est impossible de vivre avec ça. Pour les enfants, il faut effectivement rejeter leur père alors qu'ils ont pris modèle sur lui. C'est extrêmement difficile. Il faut les rejeter? Il faut que dans leur tête, ils arrivent à rejeter leur père? En tout cas, de rejeter cette partie, il faut qu'ils arrivent à cliver la bonne partie du père et la mauvaise partie. Donc ils vont devoir bénéficier d'explications sur ce qui s'est passé dans la tête de leur père pour essayer de comprendre et pouvoir différencier la partie néfaste de la bonne partie. Mais on ne peut pas simplement leur dire ton père est un monstre. C'est pas comme ça qu'ils vont se construire parce que le risque ce serait qu'ils s'identifient à un monstre. Et puis ces gens qui les agressent, qui les insultent, qui les menacent. Oui, surtout que c'est pas forcément les gens les premiers touchés qui attaquent. Donc c'est un peu facile aussi de faire ça. Je suis pas sûr que ce soit les principales victimes qui les agressent. Donc c'est particulièrement immonde. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec Maître. Quand même. On finit par un accord. Écoutez, ça me rassure. Merci, docteur Stéphane Clerget. Les vampires psychiques, c'est votre dernier livre qui est paru chez Fayard et qu'on voit à l'antenne en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. Merci également, Maître Delphine Meillet, avocate, d'avoir été avec nous.